L'objet de ces chansons n'est pas seulement décoratif naturellement, il est aussi de dire que Oui. Jacques Brel, comme d'autres, hein, on entendra traîner tout à l'heure, Jacques Brel, comme d'autres, sont les interprètes, comme les philosophes, de questions fondamentales. Et qu'au fond, penser que la philosophie est un exercice désincarné, qu'il faudrait, à grands coups de trucs ou d'artifices, rattacher au sol du réel, est une illusion. La philosophie est née même du fait de vivre. La philosophie est en elle-même une exigence vitale et par conséquent, elle endosse ces questions qui sont traduites en littérature comme en musique par les plus grands interprètes. Venons-en donc à la première partie. La mort est impensable, Pierre Dulot. Oui, la mort est impensable. On a des raisons de le croire et de le considérer, de considérer la chose ainsi pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que ma mort propre, bon, c'est un argument de type épicurien, si vous voulez, ma mort propre, je n'en fais pas l'expérience. C'est la question du rendez-vous manqué qu'on évoquait précédemment. C'est-à-dire, c'est amusant à considérer, eh bien quand elle est là, je ne suis plus là. Et tant que je suis là, elle n'est pas là. En fait, on ne se rencontre jamais. Donc, comment penser ce dont on ne fait jamais l'expérience en propre? Comment considérer ce qui, d'aucune manière, ne semble nous apparaître? C'est un premier. D'Épicure à Charles Trenet, hein, le soleil a rendez-vous avec la lune. Hein. Voilà, exactement, d'une certaine façon. Alors je dis c'est un argument de type épicurien, par souci de précision, parce que pour Épicure, il faut penser à la mort. Bon, ça c'est un autre problème un peu plus technique qui concerne l'histoire des idées, mais je le précise quand même, parce qu'on ne sait jamais pour un Parce candidat. que le lieu commun sur Épicure, c'est que dans la lettre à Ménécée, il a dit on ne peut pas Voilà, penser la mort. mais c'est pas le cas. En fait, il nous invite à la penser, et il nous invite à la penser. Donc c'est un argument de type épicurien. C'est pas un argument épicurien au sens strict. Hein. En tout cas, effectivement, on peut être amené à considérer que la mort, on ne la rencontre pas, donc on ne peut rien dire de ce qu'on ne rencontre jamais. Ça paraît évident. Alors ici, l'objection, c'est de dire oui, mais on la rencontre quand même. Et c'est l'expérience du deuil, point qu'on évoquait aussi précédemment. Là, ce que je répondrais avec synthèse. On est toujours ici dans la première partie. On est toujours ici dans la première partie, dans un deuxième point. Ce que je répondrais dans ce cas-là, à quelqu'un qui dirait, bah oui, mais on peut penser la mort, puisque les gens meurent autour de nous, et nous faisons l'expérience du deuil. Ce que je répondrais à ce moment-là, c'est que une banalité, mais aussi quelque chose d'important, c'est qu'aucune mort n'en vaut une autre. C'est-à-dire que l'expérience du deuil est toujours, par définition, singulière, parce qu'une personne, c'est un infini de qualité, hein. On pourrait dire ça rapidement ainsi, c'est un ineffable, on n'a jamais fini de dire tout ce qu'on pourrait dire d'une personne. Et donc quand elle disparaît, c'est un infini qui disparaît, il faut dire la chose ainsi, je pense. Donc cette expérience de la perte de la personne qu'on aime, de la personne qui est proche, elle est insubstituable, elle est incomparable, elle a donc quelque chose d'absolu. Et ce que l'on ne rencontre qu'une fois, tout ça pour en venir là, on ne peut pas le penser, on ne peut que le vivre. Pour penser, ça veut dire au minimum universaliser l'expérience. C'est ça que je dirais dans la Ou au dissertation. moins s'abstraire de l'objet que l'on pense, s'en éloigner un peu. On ne peut pas être et savoir. Il ici. faut avoir, oui, c'est ce que dit magnifiquement Angélus Silesius. Ce que je sais, je ne le suis pas. Ce que je suis, je ne le sais pas. C'est-à-dire que pour connaître une chose, encore faut-il en être distinct. Bon, mais ça, c'est presque un autre problème. Là, ce que je voulais dire, c'est que la pensée a une naturelle vocation à l'universalisation, à la généralisation, si l'on veut. Et la mort d'autrui, la mort du proche, c'est ce qu'on ne peut pas généraliser. C'est quand même un paradoxe, puisque la mort est notre lot commun. C'est Oui. peut-être de tous les points Ouais. communs celui que nous avons le plus en commun. Nous Oui. avons plus en commun d'être mortels que d'avoir les mêmes organes, puisqu'après tout, certains pourraient avoir C'est d'autres ça. organes. La mort est ce que nous avons de plus commun, et pourtant, d'une part, la mort est toujours jeune, chacun est le premier à mourir, Ouais. et d'autre part, la mort de l'autre, en tant qu'autre, est insubstituable. C'est ça, exactement. Encore un paradoxe. Elle frappe tout le monde, mais personnellement. Et ce que l'on ne peut pas généraliser, ce qui résiste par nature à toute forme d'universalisation, on a des bonnes raisons de croire qu'on ne peut pas le penser. Parce que la pensée a naturellement, je le répète, vocation à universaliser l'expérience. Est-ce que c'est ce qui permet d'expliquer le fait qu'on sache qu'on va mourir sans y croire? Ah, alors là, vous anticipez sur la suite de la dissertation. C'est peut-être ça, vous avez raison. Alors on en parlera plus tard. Grave problème, hein, grave problème. C'est la phrase de Jean Kelevitch, hein. Je sais que je vais mourir mais j'y crois pas. C'est ça, exactement. Bon, ça on en parlera plus tard. Si vous voulez. Allons-y, continuons. Donc on en était à l'expérience du deuil. Oui, alors l'expérience du deuil, moi je penserais ici à Saint-Augustin, ça peut être une très bonne référence, je crois, dans la dissertation, qui dans les Confessions au livre 4, c'est un texte bouleversant où Saint-Augustin raconte qu'un de ses amis est mort, et c'est dans ce passage qu'il énonce la fameuse formule « J'étais devenu pour moi-même une question pour moi-même, tout autour de moi était devenu la mort », etc. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée que quand mon ami meurt, mon amour meurt, mon proche meurt, tout meurt.
et y compris moi-même, il n'y a rien à penser. On est anéanti par ce genre d'expérience. On est réduit à rien avec la mort du proche. Que reste-t-il à penser? Rien. On est anéanti par le néant. Bah oui, on est gagné par d'abord le désespoir, ensuite on supplie, et puis ensuite on s'éteint. Je pense que c'est ça qui se produit. Considéré sous cet angle, peut-on penser la mort? 3 fois non, 1000 fois non. C'est l'impensable par excellence. C'est ce qui nous abolit. Donc, c'est ce qui abolit les gens qu'on aime, c'est ce qui nous abolit. Rien à dire. Montaigne peut ici faire aussi l'objet d'une référence, le chapitre 28 des Essais, le tombeau de la Boétie. Oui. Depuis qu'il est mort, je ne fais que me traîner languissant, Bien sûr, etc. bien sûr, c'est le un désespoir de l'ami. thème universel qui traverse les siècles. Oui, bien sûr, vous avez raison. Alors, dans le fil de cette argumentation, je continuerai en cherchant secours du côté de la science, toujours dans cette première partie, et on pourrait se demander à ce moment-là si les sciences expérimentales ont des choses à nous apprendre au sujet de la mort. Si on n'en fait pas l'expérience directe, je rate toujours ma mort, bien qu'elle m'attrape toujours, ni l'expérience indirecte, l'expérience du deuil est incommunicable parce que les personnes sont insubstituables entre elles. Peut-être qu'on peut attendre un secours de l'homme de science. Peut-être que lui peut nous dire quelque chose. Enfin, rhétoriquement, je poserai la question, si vous voulez, dans la dissertation. Troisième temps d'une première partie. Troisième temps d'une première partie. Là encore, on rencontre un obstacle qui est évident. Et c'est celui que vous annonciez par provision, là, tout à l'heure, en parlant du problème de l'analyse. C'est que la science moderne, et particulièrement contemporaine, est principalement une science analytique, c'est-à-dire qui détruit les objets qu'elle comprend, et qui, de ce fait même, ne nous permet pas de les comprendre. La science explique, elle décrit des phénomènes, des processus, mais se trouve incapable de les saisir en leur raison d'être. Et cette compréhension nous échappe toujours quand on lit des manuels, quand on lit des descriptions scientifiques qui concernent, je ne sais pas, la nécrose, la corruption des chairs, la désagrégation atomique qui frappe le vivant. Oui, toutes choses face auxquelles on a envie de dire ça nous fait une belle jambe. Exactement, ça nous fait une belle jambe. Et je pense à Husserl, qui au début de la crise des sciences européennes et de la phénoménologie transcendantale, Husserl qui dit dans la détresse de nos vies, la science n'a rien à nous dire. Dans la détresse, je répète, dans la détresse de nos vies, la science n'a rien à nous dire. Elle peut empiler les certitudes, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Effectivement, là, on peut repenser à Saint-Augustin. Son ami est mort. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire de savoir que l'apoptose a travaillé son corps dès sa naissance? Rien du tout. Donc, dans la détresse de nos existences incarnées, en quête toujours de sens, il semble que la science ne nous soit pas d'un très très grand secours. On pourrait se servir du modèle du suicide, la façon dont Durkheim étudie le suicide, en expliquant le taux de suicide par race, comme il dit, par taille, par religion, par région, etc. On ne trouve pas une ligne pour dire pourquoi un homme s'est tué. Oui, vous savez, ça me fait penser ce que vous dites à ce que dit Jean Kelevitch, justement, dans son très beau livre sur la mort. La science fait du scandale une loi. Donc elle intègre en fait le scandale irréductible de la perte de l'ami, de l'amour, elle l'intègre dans un tableau statistique de probabilité et c'est insupportable. Alors c'est très intéressant si on est sociologue, mais ça a quelque chose d'insupportable pour l'honnête homme qui s'inquiète du sens des choses. Une chanson est plus éloquente qu'une première partie de dissertation, si bien construite soit-elle. Bien sûr. La meilleure réponse qu'on puisse poser, justement, poser une réponse serait intéressant. La meilleure réponse qu'on puisse poser à la question. Je m'incline sans problème devant Léo Ferré. Mais on va justement le faire taire et vous demander à vous, Pierre Dulot, de conclure cette première partie. Car après tout, rappelons quand même que l'objet de la première partie était « Peut-on penser la mort ?» On ne peut pas la penser. La mort est impensable. On n'en fait pas l'expérience. Le deuil est insubstituable. La science peine à nous dire ce qu'elle est, ou plus exactement ce qu'elle nous en dit ne nous concerne pas. Oui. L'apoptose ne concerne pas la mort d'un ami. On s'en fout. Donc, concluons. Concluons, la mort est impensable, mais